Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 17h. Journée noire sur les routes dans le sens des départs pour cette journée de chassé-croisé, l'une des plus chargées de l'été, avec un pic de près de 1100 km de bouchons à la mi-journée. Pour les Haussiens qui démarrent leurs vacances, le budget a largement été revu à la baisse cet été, moins 14% par rapport à l'année dernière, voire les départs annulés pour plus de la moitié d'entre eux. Dans ce journal, nous vous emmènerons en pleine nature, dans le Doubs, avec Marion Russell, la beauté des paysages et à petit prix. Aux États-Unis, Kamala Harris officiellement désignée candidate démocrate pour la prochaine présidentielle, alors que Donald Trump, de son côté, annonce un débat pour le 4 septembre. Nous serons aux États-Unis dans un instant avec Sonia Dredi. Et nous ferons le point sur cette moisson exceptionnelle de médailles pour les athlètes françaises des JO. De nouvelles médailles depuis ce matin en tir à l'arc, en tir au pistolet. On est donc à 38, comme il y a 100 ans en 1924. Et ce n'est pas fini. Nous irons sur les Champs-Élysées également devant l'une des boutiques officielles des Jeux où les collectionneurs de produits dérivés n'ont pas peur de faire la queue. D'abord donc ce samedi noir sur les routes dans le sens des départs, près de 1100 km de bouchons à la mi-journée selon Bison Futé. C'est l'une des journées les plus difficiles de l'été. On va le voir avec des images de webcam. Regardez notamment sur des images de l'autoroute A71, le péage de Clermont-Jersat, où c'est très chargé, de même qu'au péage de Beuzeville sur l'autoroute A13 ou encore sur l'A6 à Villefranche-Limace. Damien Charton et lui sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, c'est entre Lyon et Valence sur l'autoroute A7 et là aussi c'est très chargé. Une circulation difficile comme prévu en ce samedi de chassé-croisé sur l'autoroute du Soleil. Des temps de parcours plus que doublés dans la vallée du Rhône et des automobilistes qui prennent leur mal en patience. Écoutez-les au micro de Louis Léger. Là on est déjà à 12 heures là. Et nous en reste 4. 3, 4. Normalement. Vous êtes plutôt positif, c'est bien, ça fait partie des vacances? Oui, ça fait partie des vacances, oui, moi. Ça me dérange pas, moi. On voulait partir un peu plus tôt au départ, mais on a eu un contretemps, mais on avait bien vu que ça allait être... on avait vu que c'était annoncé noir, il me semble. Donc on s'attendait un peu à ce qu'il y ait des embouteillages. Déjà, il faut s'arrêter pour prendre un peu d'air, continuer la route, écouter la musique, discuter. C'est tout ce qu'on peut faire quand on est dans une voiture. Pour la journée de dimanche, ça va être difficile également. Journée rouge dans le sens des retours. Il faut éviter d'être sur l'A7 entre Loriol, Orange et Lyon jusqu'à 17h dimanche. Tous les marqueurs d'un chassé-croisé, les précisions sur ce trafic avec Benoît Salliot, rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute. On est vraiment dans une situation de chassé-croisé. Il y a beaucoup de monde depuis ce matin et on voit bien que depuis le début d'après-midi, ça commence à remonter en direction notamment de la région parisienne. Je vais prendre l'exemple de l'autoroute A7. C'est la plus grande autoroute, l'autoroute du Soleil entre Lyon et Marseille. Sur cette autoroute A7, il faut toujours en ce moment en direction du sud, entre Lyon et Orange, près de 4 heures. Et puis ce matin, il y avait quasiment pas de ralentissement en direction de Lyon et de Paris dans la vallée du Rhône. Et ça y est, là, c'est clairement le cas. Il y a plus d'1 heure de bouchons en cumulé. Donc, il y a du monde. C'est un vrai chassé-croisé. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la journée la plus chargée de l'été. En tous les cas, depuis le début de cet été 2024, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde. Un autre exemple, c'est l'autoroute A10. C'est l'autre autoroute la plus empruntée en France en ce moment, entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Bordeaux, il faut 8 heures. 8 heures, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de bouchons sur les principales autoroutes de France. Il faut s'armer de patience. Pour ceux qui ne seraient pas encore partis, là, clairement, il ne faut pas du tout partir de la journée. Il faut attendre demain. Alors, ça dépend. On peut également attendre la fin de journée. Si le trajet n'est pas trop long et que du coup, on n'est pas amené à rouler de nuit, et puis si on a eu le temps de se reposer aujourd'hui, pourquoi pas un départ à 18h? Ça peut être plutôt sympa. Comme ça, si on a 3-4 heures de route, il n'y aura aucun problème en fin de journée. Vraiment pas de problème. À partir de 18-20 heures, en général, tous les bouchons diminuent vraiment considérablement. Ou en effet, vous pouvez partir demain. Alors, je rappelle quand même que demain, c'est orange dans le sens dit des retours, c'est-à-dire en fait à l'approche des grandes villes, et c'est vert ailleurs. Attention à la journée de lundi, parce qu'on pourrait se dire, en fait, moi, je vais carrément attendre lundi. Lundi, c'est orange dans les deux sens de circulation. On attend beaucoup de monde lundi prochain. La fausse bonne idée donc du lundi, c'est bien noté, parce que certains d'entre nous avaient misé sur le lundi. Ça m'arrange pas, Benoît. Ça m'arrange pas. On va rappeler.
Faut se Oui, on se méfier. méfie. On va rappeler tout de même les conseils de prudence sur la route. Les conseils, c'est de s'arrêter régulièrement, mais on s'arrête pour faire quoi? En fait, faut vraiment s'aérer. Donc, on pense aux enfants. Alors, ça dépend quel âge ils ont, les enfants. Si ce sont vraiment des enfants, ils ont qu'une seule envie quand la voiture s'arrête et qu'on se gare pour faire la pause, ils sortent de la voiture et ils ont tendance à aller prendre l'air et c'est très bien. Les ados, ils sortent de la voiture également. On reste pas devant l'écran. C'est important, en fait, de s'aérer, de se dégourdir les jambes. C'est très important. Et pour les conducteurs, on fait 20 minutes de pause. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On peut prendre un café. Il faut surtout s'hydrater. On n'abuse pas trop du café. Il faut boire de l'eau. Boire de l'eau parce que c'est bon pour la concentration et donc c'est bon pour avoir les bons réflexes sur la route. Un constat aussi pour ces vacances, les Français partent moins en vacances et restreignent leur budget cet été. 53% des Français seulement ont l'intention de partir en vacances, soit 5 points de moins par rapport à l'an dernier. Et leur budget baisse en moyenne de 14%. Reportage de Mathis Menu et Vincent Hénin. Ils sont en première ligne pour vous faire profiter de l'été. Les restaurants sont aussi les premiers impactés par une baisse de budget des vacanciers. À Bordeaux, cette restauratrice le constate tous les jours, les Français dépensent moins pour leurs repas. Soit les personnes vont peut-être consommer quelques entrées à partager à plusieurs personnes, ou bien prendre entrée-plat, squeezer le dessert, de la même manière que le vin qui va être privilégié sur juste un verre plutôt que se faire plaisir sur une bouteille ou des cocktails. Selon un sondage Elab pour BFM TV, les vacanciers ont l'intention de dépenser 1 428 € en moyenne cet été, soit 228 € de moins que l'an dernier. Cela représente une baisse de budget de 14%. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on pose la question aux Français qui vont réduire leur budget. Et on leur demande, c'est quoi le poste que vous allez réduire en priorité? Ce qui apparaît en premier, c'est l'alimentation, la restauration. Et ça va avoir un effet, forcément, sur le chiffre d'affaires des restaurateurs, mais aussi des traiteurs, des boulangers-pâtissiers, des glaciers, de tout ce qui fait qu'on se lâche normalement un petit peu pendant les vacances. Autre enseignement de ce sondage, les Français sont moins nombreux à partir. 53% avaient l'intention de partir en vacances cet été, c'est 5 points de moins qu'en 2023. Près de 3 vacanciers sur 10 affirment avoir modifié leur plan en raison des Jeux Olympiques. 17h06 dans l'actualité également, les eaux de la Méditerranée qui sont anormalement chaudes en ce moment. Près de 30 degrés ont été relevés sur la côte est de la Corse et il s'agit d'une bonne nouvelle peut-être pour certains baigneurs, mais cette augmentation de température c'est aussi une menace évidemment pour les écosystèmes marins. Rachel Desmith. Plus la peine de se mouiller la nuque avant d'aller piquer une tête, car la mer Méditerranée s'est réchauffée. La température de l'eau atteint les 24 degrés sur cette plage. Elle est trop bonne et elle est chaude et c'est impeccable. En fait, elle est super chaude et même, ça rafraîchit pas trop, mais bon, personnellement, j'aime bien l'eau un peu chaude. Les épisodes caniculaires, mais surtout le réchauffement climatique, ont fait grimper les températures. 29 degrés ont été enregistrés sur le littoral corse et jusqu'à 28 degrés au large des Alpes-Maritimes, soit 3 degrés de plus que les normales saisonnières. On a observé des records de température dans les précédentes années qui dépassaient les modèles météorologiques et climatiques, y compris des modèles qui étaient inscrits dans les rapports du GIEC. Et ce qui est préoccupant, c'est que cette année, on est en passe de dépasser le record qui avait déjà été dépassé plusieurs fois en 2023. L'année dernière, à la même époque, la Méditerranée avait enregistré un record de température médiane à 28,71 degrés en surface. Une chaleur qui met en péril l'écosystème marin, mais pas seulement. Ça modifie deux choses fondamentales. La physique de l'océan, parce que la température conditionne la densité de l'eau, donc les grands courants, donc la climatisation de la planète. Et la deuxième chose, des raisons biologiques, parce que l'ensemble des organismes marins ont une phase qui se déroule dans ces eaux de surface, c'est la phase planctonique critique du développement embryonnaire, et que donc toutes les espèces marines sont concernées. Autre conséquence, les eaux chaudes favorisent la prolifération de nouvelles espèces invasives, comme ces algues toxiques japonaises, échouées au large des côtes marseillaises. Bonjour Loïc Spadafora, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes météorologue et directeur du média Info Occitanie. On bat des records pour la température de la Méditerranée en ce moment ?
Oui, alors comme tous les étés, à cette période de l'année, effectivement, on bat parfois des records sur certaines journées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la température de la mer Méditerranée va un peu baisser au cours des prochains jours parce qu'en réalité, l'eau, elle est très élevée en ce moment, en raison notamment de l'absence du Mistral et de la Tramontane qui habituellement soufflent au moins plusieurs jours au mois de juillet. Et le Mistral et la Tramontane, en fait, ces vents de terre, ils ont tendance à évacuer l'air chaud, en fait, la température chaude en surface vers le large. Et l'absence de ces vents fait que la température de la mer Méditerranée est assez élevée en cette période de l'année. Mais ils sont de retour, Mistral et Tramontane, depuis hier. Ils soufflent aujourd'hui. Ils vont continuer de souffler lundi et mardi. Donc on devrait avoir quand même une baisse de quelques degrés de la mer Méditerranée au cours des prochains jours. Ce manque de vent, est-ce que c'est la conséquence du changement climatique? Non, c'est qu'en fait, on est le début de l'été en réalité dans un flux de sud avec plutôt un air marin en vent de sud qui soufflait sur les côtes méditerranéennes, et le vent de sud donc a tendance à ramener les eaux chaudes en direction des plages, alors qu'à l'inverse le vent de nord, le Mistral que l'on connaît bien en Méditerranée, ou même la Tramontane, ces vents-là ils ont tendance à évacuer réellement, en fait à évaporer la chaleur qui est présente sur les côtes, et ça en fait ça envoie la masse d'air chaud qui stagne au-dessus de la mer plutôt au large. Ça fait remonter les eaux froides sur le bord de mer, et donc on devrait avoir, je pense, une baisse là dans les prochaines heures de ces températures. Alors même si ça va baisser, cette Méditerranée en surchauffe, est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est assez inquiétant. Quand même, depuis quelques années, on bat chaque année, comme vous l'avez dit, des records de quelques dizaines de 0,2 degrés, parfois de 1 degré. Et ça va continuer évidemment, puisque plus la température du monde se réchauffe, plus les eaux des mers et des océans seront chaudes, et y compris la Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on a eu des orages localement violents hier dans le département du Gard, notamment avec de la grêle, de fortes rafales de vent. C'est dû à ce contraste de température entre de l'air très très chaud, très sec dans les terres, et la Méditerranée qui est chaude, et avec l'effet des reliefs évidemment où il y a beaucoup plus d'air froid en altitude. Dans l'actualité également, le réalisateur Christophe Ruggia sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur mineurs. Ce sera les 9 et 10 décembre prochains. Suite à la plainte déposée par l'actrice Adèle Haenel en 2019, la juge d'instruction a retenu 2 circonstances aggravantes: la minorité de l'actrice au moment des faits et la position d'autorité du cinéaste. Dans l'actualité internationale à présent, la crainte d'un embrasement enfle au Moyen-Orient, où l'Iran et ses alliés multiplient les menaces contre Israël après la mort du chef du Hamas palestinien et du commandant du Hezbollah libanais. Clotilde Bigot, vous êtes notre correspondante à Beyrouth. L'ambassade américaine appelle ses ressortissants à quitter le Liban le plus rapidement possible, de même que le gouvernement britannique. Oui, alors ces 2 ambassades ont demandé en effet à leurs ressortissants de quitter le Liban immédiatement. Les États-Unis ont même demandé aux Américains présents ici de partir n'importe où, simplement de quitter le territoire libanais. La France, elle, appelle à éviter le Liban, à éviter de venir à tout prix, et surtout de faire très attention aux vols, parce que de plus en plus de vols commerciaux sont annulés. Notamment Air France et Transavia ont annulé leurs vols jusqu'à mardi. Donc en effet, ce qui est la cause de tout ça, c'est cette crainte d'un embrasement régional, et surtout au Liban. Sur place, par contre, les Libanais ne sont pas très inquiets, et la majorité des touristes qui sont ici, ce sont des Libanais qui habitent à l'étranger, et tous ont une solution de repli, notamment une maison à la montagne ou dans des zones qui ne seront pas touchées par les bombardements. Merci beaucoup à Clotilde Bigot, correspondante de BFM TV au Liban. On va suivre bien évidemment l'évolution de la situation à l'étranger toujours. Kamala Harris est officiellement la candidate démocrate pour la prochaine présidentielle aux États-Unis. On va retrouver notre correspondante Sonia Dridi à Washington. Couronnement éclair pour Kamala Harris, qui affrontera donc Donald Trump. Oui, Kamala Harris s'est dite honorée après avoir été désignée candidate du Parti démocrate. Elle acceptera formellement l'investiture à la fin du mois d'août lors de la convention démocrate qui va se tenir à Chicago. Un peu plus tôt, elle a reçu une bonne nouvelle également, puisque hier, sa campagne a annoncé qu'elle avait récolté 310 millions de dollars de fonds pour le mois de juillet. C'est 2 fois ce qu'a récolté la campagne de Donald Trump.
Donald Trump qui a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Fox News pour un débat le 4 septembre. C'est pas encore clair si Kamala Harris a accepté, puisqu'à la base, il devait y avoir un débat le 10 septembre sur la chaîne ABC News, mais l'équipe de campagne de Donald Trump a dit que c'était inapproprié parce que ce débat devait se dérouler avec Joe Biden à la base, et donc désormais, l'équipe de campagne de Donald Trump tente de rediriger le débat sur une chaîne qui serait plus favorable à Donald Trump, une chaîne conservatrice comme Fox News. Allez, ouvrons une page JO à 17h14 avec ces 2 médailles du jour. Pour l'instant, pour la France, la dernière, elle est en bronze et on la doit à Lisa Barbelin au tir à l'arc. Un peu plus tôt, c'était une médaille d'argent au tir au pistolet à 25 mètres que nous a ramené Camille Jedrzejewski. Déception en revanche pour les sabreuses françaises qui, elles, ont été battues en demi-finale par la Corée du Sud. Elles affronteront le Japon tout de même pour la médaille de bronze. On en est donc, si je compte bien, à 38 médailles, ouais, c'est ça, 38 médailles. La France qui est 3e temporairement. Et le Club France qui lui a fêté les champions du BMX Racing également. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux, les détenteurs donc de médailles d'or, d'argent et de bronze. Incroyable triplé. Le Club France qui a aussi fêté ces 2 médaillés de bronze en voile, Charline Picon et Sarah Steyert, qui étaient aux côtés d'Antoine Forestier il y a quelques minutes. Oui, elles sont arrivées fraîchement de Marseille ce matin pour profiter du Club France ici et célébrer leur médaille. Vous allez voir d'ailleurs les images de cette célébration qui ont eu lieu il y a une petite heure désormais. Merci à toutes les deux d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que ça vous a fait de célébrer ici avec le public, loin de Marseille, où vous avez gagné cette médaille de bronze? Ça fait du bien de venir à Paris et sentir l'ambiance ici. C'est vrai qu'à Marseille, il y a une ambiance de dingue depuis le début de nos Jeux Olympiques. Mais Paris, c'est encore différent. Cette médaille de bronze, elle était inattendue, elle était prévue, vous espériez mieux. Comment vous la vivez? Alors nous, on y croyait. Je pense peu de personnes y croyaient. C'est sûr que le projet était assez fou. Depuis le début, entre un retour de 5 ans d'arrêt pour Sarah et moi qui connaissais pas cette discipline. Mais ouais, non, je pense qu'on y a cru, mais on a déjoué les pronostics surtout. Apparemment, vous faites des rêves prémonitoires, racontez-nous. Ouais, c'était arrivé pour Rio, et puis là, c'est vrai que le matin du premier jour, parce que notre compète dure sur 5 jours, et je suis arrivée au petit déjeuner en disant à Sarah, on va être bronzée. Elle m'a dit... Quoi? Et en fait, je lui dis non, j'ai rêvé qu'on allait être bronzé. Et elle me dit ah ouais. Et après, ça peut peut-être raconter sur la medal race ce qui s'est passé pour elle. Quand elle vous dit vous êtes bronzé, vous allez être bronzé, vous y croyez pas? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais en fait, le premier matin des Jeux Olympiques, c'est vrai comme ça dure 5 jours, je pense à la médaille, mais c'est pas ce qui me vient comme ça au matin. Donc voilà, j'avais pas compris, mais j'ai bien compris son intention. Je me suis raccrochée à ça parce que dans sa vie, elle a souvent des rêves prémonitoires. Et c'est vrai que le scénario de la medal race, il était incroyable. Et pendant la medal race, je me dis mais non, mais elle a trop raison, on va finir bronzée. Et la deuxième très belle anecdote, alors je suis désolé parce que vous l'avez déjà beaucoup raconté, mais il faut la raconter encore une fois. C'est la fin de la course, d'arrivée, vous avez vos 2 compagnons respectifs en face de vous. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il nous demande en mariage. Alors moi, il fallait que j'ai l'or ou l'argent pour qu'il me fasse sa demande. Donc j'ai dit à Charline à la fin de la course, voilà, il va pas m'épouser quoi. Et puis en fait, voilà, ils se prennent les deux garçons en même temps et ils se mettent à genoux devant nous et on dit oui. Vous avez dit oui? Vous aussi? On a dit oui, bien sûr. Ça va s'organiser comment? Vous allez faire le mariage en même temps? Comment vous voyez les choses? Non, c'est pas le plan, non. Moi, je pars pendant 1 an en tour du monde en bateau et le plan, c'est plutôt vers Tahiti. D'accord, pas mal. Comment vous allez vivre la fin de ces Jeux? Vous retournez sur Marseille pour soutenir les copains là-bas? Comment ça va se passer? Ouais, on a encore des potentiels de médailles dans la voile, donc on va aller les soutenir parce qu'ils ont bien joué le jeu aussi, ils nous ont bien poussé et à nous d'aller les soutenir aussi. Ouais. Et la fête ce soir encore ici au Club France ou c'est terminé? Ah non, j'espère bien. Là, ça y est, maintenant on est retraité sportif, donc on va faire la teuf. Bon, on va vivre ça avec vous. Merci à toutes les deux de nous avoir accordé quelques minutes et encore félicitations. On peut peut-être montrer les médailles à la caméra, on aime bien ça, les médailles de bronze. Félicitations encore en voile hier à Marseille. Et parmi les stars de ces JO, il y a évidemment les athlètes, les lieux magnifiques également, mais aussi la friche, l'un des produits dérivés, un star de ces Olympiades qui s'arrachent comme des petits pains dans les boutiques officielles, notamment celle des Champs-Élysées. Anne-Sophie Varmont est sur place pour BFM TV. Anne-Sophie, avec toujours beaucoup de personnes qui font la queue pour venir s'arracher ces petits goodies.
Oui, tout à fait. Devant la boutique des Champs-Élysées, depuis tout à l'heure, il y a de plus en plus de monde. La queue s'allonge. Tout à l'heure, on était aux alentours d'une demi-heure d'attente avant d'aller dans la boutique. Là, on est quand même plutôt aux alentours de 45 minutes. Regardez toutes ces personnes qui attendent pour aller dans la boutique officielle, pour acheter les goodies. Et vous le disiez, en fait, cette boutique, elle est sur les Champs-Élysées. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle est très prisée. Parce que quand vous venez à Paris pour voir les Jeux Olympiques, évidemment, vous avez aussi envie de voir les Champs-Élysées. Alors, je suis avec 3 personnes qui sont venus dans cette boutique. Alors je vous le dis tout de suite, ils sont aussi bénévoles. Donc les JO, ils vont faire ça que pendant 15 jours. Vincent, vous avez acheté beaucoup de choses. Montrez-moi un petit peu. Trop de choses. Donc il y a un petit doudou pour toi, mon petit Camille. Un autre petit doudou aussi. C'est pour des enfants de votre famille. Moi, je connais pas Camille. C'est mon petit garçon. Voilà, une casquette pour moi, des porte-clés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le sac aussi, quand même, qui est pour, je crois, ma maman. On avait vu le sac parce que vous voyez, même sur le sac, vous avez la frige, évidemment, que l'on retrouve partout. Des posters, donc voilà. Beaucoup de choses, énormément de choses. Alors pareil, j'ai aussi une question pour vous, Pauline. Qu'est-ce que vous avez acheté? Parce que c'est sur votre tête. Le béret et la tasse. Vous en avez pour combien? Parce qu'il y a aussi une question de prix. 45 €. J'ai été raisonnable. Vous m'avez dit combien? 45. J'ai été raisonnable. Est-ce que vous aviez un budget? Non, il faut pas. Dernière question, elle est pour Marie. Ce que je vous l'ai dit, ils sont bénévoles. Alors déjà, Marie, elle vous montre son magnifique t-shirt. Retournez-le, Marie, ce que regardez. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Évidemment, Paris 2024, c'est quand même un super souvenir. Marie, en tant que bénévole, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une effervescence qui monte? Oui, tout à fait. Au début, c'était assez calme, mais après, on sent la joie dans les spectateurs. On sent qu'ils sont vraiment à fond dans les jeux. Ils encouragent. On en perd même peut-être un peu nos oreilles en tant que bénévole, je dirais, mais on est dedans aussi, on est vraiment à fond. C'est le terme utilisé, oui. Merci à tous les 3. Et j'ai une dernière question pour vous, Vincent. C'est pas une question piège, mais parce que vous me l'avez dit avant. Combien vous avez dépensé pour tout ça? 245 €. Excuse-moi. Mais c'est des bons souvenirs. Oui, c'est des bons souvenirs. Voilà, c'était histoire de ramener un petit souvenir de cette expérience que j'ai pu vivre. Voilà, c'était un moment fort que je voulais faire ressentir aussi à ma famille. Donc voilà. Merci à tous les 3. Bon jeu, parce que vous l'avez compris, ils sont bénévoles, donc ils ont beaucoup de travail puisqu'ils s'occupent des spectateurs. Cette boutique des Champs-Élysées, elle est ouverte de 9h à 23h. Vous avez donc le temps de venir. Et si vous voulez pas venir sur les champs, vous avez évidemment le droit. Il y a 9 boutiques dans tout Paris, réparties dans toute la capitale. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont sur les Champs-Élysées avec Juliane Orlan. C'est sympa, pendant ces Jeux Olympiques, on profite, on a vraiment cet état d'esprit, ces gens heureux, cette fierté d'être présents pour ce moment absolument incroyable, absolument historique. Mais en revanche, certains Parisiens, eux, qui sont partis, ils regrettent un peu aujourd'hui de ne pas vivre ces moments. Raphaël Redon. La côte atlantique ressemble cet été au refuge des Parisiens. S'offrir la mer et surtout éviter les encombrants Jeux Olympiques, idylliques sur le papier. Mais en réalité, certains regrettent déjà. C'est le cas de Léna, dont les bureaux du 10e arrondissement ont fermé et qui a préféré revenir dans sa famille à Pornichet. Moi, je suis avec mes parents ici, mais je pourrais être avec une vingtaine de copains à crier derrière l'écran pour pousser Léon Marchand à avoir une nouvelle médaille, en fait. J'aurais bien même été voir des matchs ou des combats dans un bar. C'est aussi cela, la réussite olympique, faire regretter la magie des Jeux à ceux qui en avaient peur. À Deauville, où de nombreux Parisiens possèdent des résidences secondaires, le calme tranche un peu trop avec la folie parisienne. C'est vrai que ce côté, on va dire, festif de la chose est exceptionnel. Ça aurait été effectivement pas mal de le vivre. Oh, surtout pour l'ambiance, je crois. L'ambiance, elle doit être géniale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on capte pas trop à la télé. Enfin, le fait d'y être soi, c'est complètement différent. Claudie a été convaincue. Elle sera de retour à Paris dans les prochains jours. Certains écourtent les vacances, d'autres optent à nouveau pour le présentiel, comme dans l'entreprise de communication de Mathieu Elkeim. On voit quelques personnes qui avaient privilégié le télétravail, qui reviennent un peu et qui prennent plaisir à revenir un peu plus qu'ils ne l'avaient prévu. Pour rappel, en mars dernier, près d'un Parisien sur 2 disait vouloir quitter Paris pendant les Jeux. A tout de suite, votre rendez-vous, c'est aux vacances. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille.
Et vous en avez l'habitude, on vous fait vivre nos matchs de l'été, matchs sportifs entre aujourd'hui Antoine Corvère et Laura Baquet qui testent respectivement les meilleures activités de l'été. Pour l'une, c'est plutôt surf. On se tient comment sur la planche ? À peu près. À peu près. Elle va nous montrer que c'est comment faire. Et Antoine Corvère qui lui, s'essaye au parc aquatique. Qui va gagner ? La réponse après ça. Aujourd'hui, je vous propose de glisser sur les vagues. Et moi, je vous propose un parcours d'obstacles géant. Alors, parc aquatique ou surf. C'est vous qui choisirez. Avant d'aller dans l'eau, il faut déjà apprendre à se lever sur sa planche. On appelle ça un take-off. Christophe, c'est bon comme ça ? Avance un petit peu les appuis. Maintenant, on passe à l'échauffement peut-être, non ? Allez, on y va. Des petits squats ? Moi aussi, je m'échauffe, Laura. Bon, quel est le conseil pour réussir ce parcours ? De rester stable et surtout, il ne faut jamais s'arrêter. Stable et je m'arrête jamais. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Le tout, c'est d'y aller, franchement, de jamais réfléchir. Antoine, le surf, c'est aussi une histoire de timing. Savoir prendre la vague au bon moment. Et ben là, tu vois, c'est ce que j'ai pas fait. C'est une question d'équilibre, mais bon, je t'apprendrai. Il va où ? Tu vas où, Antoine ? Eh oui. Coach, là, je fais comment, là, par exemple ? Il est pas doué. Laura, va un peu plus loin. Tu mets le pied avant bien droit. Parfait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Champion. Bon, la rapidité, c'est pas ton truc, mais c'était cool. Ok, bon, j'étais un petit peu fier de moi, ça me fait plaisir. Oui, oui, oui. Bon, alors, parc aquatique ou surf, à vous de choisir. Vivez de bons moments devant votre programme avec le parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Et on jette un coup d'œil sur la météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Vos prévisions pour ces prochaines heures, nous avons une dégradation qui est entrée ce samedi par les côtes de la Manche, des nuages, quelques pluies. On va retrouver les traces de cette dégradation ce dimanche matin sur le sud de la Bretagne, l'Île-de-France, en remontant près des frontières du Nord. Alors, comme les pressions seront élevées, elle n'aura que peu d'activité, essentiellement des nuages, quelques gouttes quand même ici ou là. À l'arrière, le retour de belles éclaircies près des côtes de la Manche, entrecoupées de quelques passages nuageux. Des nuages qui seront plus nombreux à l'avant de la dégradation, de la côte aquitaine, jusque sur le sud de l'Île-de-France, le sud de l'Alsace, partout ailleurs, du grand et beau soleil. Dans l'après-midi, l'amélioration se confirme. Du soleil très généreux sur le sud-ouest, pas l'ombre d'un nuage. Dans le même temps, à l'opposé, pas mal de nuages, en tout cas un voile nuageux assez dense sur l'extrême nord. Et puis, entre ces deux zones, on aura de plus ou moins belles éclaircies. Toujours les quelques traces de la dégradation quand même ici sur ces régions centrales, sur la moitié nord. Mais quand même une belle amélioration par rapport au matin. Juste quelques ondées. Et puis à signaler aussi quelques averses orageuses sur le relief corse ainsi que sur les Alpes du Sud. Vos températures encore très élevées sur le littoral méditerranéen. 24 degrés entre Marseille et Nice, 23 en Corse, 18 à Paris dans le même temps. Il fera 11 degrés seulement à Brest et Cherbourg. Et dans l'après-midi, des valeurs toujours très élevées près de la Méditerranée. 35 sous abri à Perpignan, 34 à Marseille. Il fera 30 à Toulouse, à Lyon, à Grenoble, 26 à Paris. Ce sera parfait. Et à peine 21 degrés. Ce sera pour Brest. Le reste, la semaine prochaine, en tout cas du plein soleil. Lundi, juste petit bémol sur la pointe bretonne. Une petite dégradation, quelques ondées. Des averses orageuses sur les Pyrénées. Des averses aussi sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Les températures seront parfaites. Mardi, on a une dégradation qui réussit à rentrer quand même sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, à l'avant un voile nuageux. Et puis quelques coups de tonnerre possibles, toujours sur les reliefs, avec des températures inchangées par rapport à la veille. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec les traditionnelles crèmes dessert Malo, sans additifs ni conservateurs. Un pur moment de plaisir pour toute la famille depuis 1948. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Il est presque 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Départ en vacances pour les Haussiens, mais la fréquentation et le budget ne sont pas au rendez-vous. Plus de la moitié des Français ont préféré rester chez eux. En revanche, pour les quelques 13 000 jeunes bénéficiaires du Pass Colo, ce sont des vacances largement appréciées. Illustration dans un instant. 6 départements du sud-est sont en vigilance orange canicule et le risque de feux de forêt reste encore élevé ce samedi, notamment dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Var. Plusieurs massifs sont interdits d'accès. Nous irons également au Royaume-Uni où 3 policiers ont été blessés et 8 personnes arrêtées après des émeutes hier à Sunderland. Illustration de cette tension qui couve dans le pays depuis l'assassinat de 3 fillettes en début de semaine à Southport. Nous retrouverons Laura Calmus outre-Manche. Et puis l'équipe de France, les JO avec 2 médailles qui viennent de tomber en cyclisme. L'argent pour Valentin Madouas, le bronze pour Christophe Laporte. C'est Remco Evenepoel qui s'est imposé. Il y avait eu d'autres médailles auparavant pour les Françaises, le tir à l'arc Lisa Barbelin. Et puis Camille Jedrzejewski qui a décroché l'argent au pistolet à 25 mètres. En revanche, déception pour les escrimeuses, les sabreuses qui ont été battues en demi-finale. Qui nous rapporte donc à 40 médailles. On y reviendra en fin de journal. Tout d'abord, ce gros week-end de vacances estivales pour les Haussiens avec, pour certains, des départs vers l'ouest où la météo n'a pas franchement été au rendez-vous. Le mois de juillet a été plutôt morose, aussi bien sur le plan de la météo que sur le plan des réservations. Alors, comment démarre ce mois d'août ? Eh bien, on retrouve Edgar Becquier à Honfleur, en Normandie, avec Léa Caboche. Ça s'annonce bien mieux pour le mois d'août, en effet. Avec Léa Caboche, on est depuis la pause déjeuner ici du côté de Honfleur en Normandie. Et on a vu beaucoup de monde à la fois dans le centre-ville de Honfleur, à la fois sur le port. On a vu des terrasses bondées avec beaucoup de touristes ici à Honfleur. Mais ça n'a pas été vraiment le cas le mois dernier. Au mois de juillet, ça a été très calme ici du côté de Honfleur en Normandie. On se trouve d'ailleurs dans un hôtel près du port de Honfleur. On est avec Sandra, vous êtes la responsable de cet hôtel et vous me disiez justement qu'il y a eu une baisse des réservations en juillet par rapport à l'an dernier, c'est bien ça ? Oui, en effet, il y a eu vraiment une chute de fréquentation. Alors, d'un côté des Américains, qui effectivement sont venus quand même pour le D-Day, et puis ensuite plus rien. Donc ça a été assez étonnant. Et ensuite, beaucoup de last minute, et du coup des séjours moyens. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû ? Comment on peut expliquer justement cette baisse de fréquentation ici ? Alors c'est très facile, effectivement. Nous sommes touchés par le temps systématiquement, comme beaucoup de régions, j'imagine. D'autant plus que le last minute, les Parisiens effectivement voient le temps donc tout de suite s'atténue. Nous avons 15 jours de mauvais temps. L'année dernière également, ça n'engendre pas effectivement une envie de venir voir la Normandie dans ces moments-là. Bon, aujourd'hui, il fait pas très très beau non plus, mais on voit qu'il y a plus de monde dans les rues qu'il y a encore quelques jours, qu'il y a encore quelques semaines. Vous, comment vous l'envisagez ce mois d'août ? Alors déjà mieux, effectivement, avec une fréquentation plus intéressante, des prises sur le planning déjà qui sont les dates prises. Ensuite, on sait toujours qu'il y a une part d'incertitude qui généralement à la dernière minute se termine bien. Donc les gens sont là, les clients sont contents et c'est vrai qu'on a une joie de vivre ici de toute façon à Honfleur. Naturel. Exactement. En Normandie, il y a une joie de vivre. Je vous le confirme. Merci beaucoup Sandra en tout cas pour vos réponses. Voilà, je vous le disais, le temps n'est pas terrible aujourd'hui, mais il y a du monde et de toute façon le mois d'août sera bien meilleur que le mois de juillet. Je vais vous donner quelques chiffres. On a appris tout à l'heure que le mois de juillet, au niveau des réservations ici en Normandie par rapport à l'an dernier, au niveau des réservations d'hébergement, il y avait eu une baisse de 15% par rapport à juillet dernier. Cela concerne les hôtels, les campings et les villages de vacances.
Eux n'auraient annulé leurs vacances pour rien au monde. Quelques 13 100 jeunes de 11 ans issus de familles modestes ont profité de la première édition du Pass Colo, une aide de 200 à 350 € pour partir en colonie de vacances. Un dispositif du gouvernement qui est un peu passé malgré tout inaperçu. Seuls 2% des familles éligibles y ont souscrit. Ce qui n'empêche pas, vous allez voir, la joie de leurs enfants. Maxime Meunier, Pierre-Olivier Dantan. Vous mettez le maillot, vous prenez la serviette, une gourde et une casquette. C'est bon ? Allez, on y va. Cet après-midi, c'est activité canoë pour les jeunes de cette colonie de vacances. Pendant une semaine, ils profitent des installations de ce centre de loisirs et une partie d'entre eux bénéficient du Pass Colo. Mis en place par l'État pour la première fois cette année, ce dispositif vise les enfants les moins favorisés pour leur permettre de partir en vacances. Après les réunions qu'on a pu avoir avec les parents, ils nous remercient même avant qu'ils partent parce qu'ils nous disent on a nos enfants, ils sont en bas, alors soit en bas des immeubles ou même s'ils sont dans des résidences, ils partent pas. Là ça leur permet au moins de partir 7 jours, vivre autre chose avec d'autres enfants. Timothée vient pour la première fois dans cette colonie. Il teste chaque jour de nouvelles activités, il s'est fait des amis, il est conquis. Que ce soit avec mes amis, les activités que j'ai fait. Les moments passés ensemble, oui, des souvenirs, oui, ça y en a. Dans l'an prochain peut-être. Sûrement. Pour les animateurs, c'est également l'occasion de profiter et de partager le bonheur de ces enfants qui, pour certains, partent pour la première fois en vacances. Ils sont hyper heureux, vu qu'il y en a qui n'ont pas trop la chance d'avoir des bonnes vacances. Là, ils sont vraiment épanouis et de faire des bonnes activités dans l'eau et tout. Le Pass Colo a ainsi permis dans ce centre de vacances d'accueillir 48 enfants issus des quartiers prioritaires. Et sur la route, ça va être chargé. Ça a déjà commencé depuis ce matin pour ce nouveau week-end de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison futé qui voit noir sur tout le territoire dans le sens des départs. Pour les retours, c'est orange partout. On voit ça dans un instant. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et regardez, je vous le disais, un bison futé qui voit noir dans le sens des départs ce samedi. Et c'est pour les retours orange partout, sauf dans le sud-est où c'est rouge. Compliqué de circuler en effet. Regardez sur ces webcams en direct de l'état de la circulation à l'heure actuelle. Péage de Clermont-Jersat sur l'A71, aussi bien que sur le péage de Beuzeville sur l'A13 ou encore le péage de Villefranche-Limace sur l'A6. C'est encore très bouché. Et preuve que les routes sont chargées aujourd'hui. Bison futé a relevé un pic d'embouteillage à 1096 km à la mi-journée. Alimentation, activité. Comment faites-vous pour passer le temps pendant vos pauses sur les aires d'autoroute? Damien Charton et Louis Léger sont allés à la rencontre des automobilistes. Le récit de Sema Kemissi. Sur l'autoroute A10 près de Paris, la circulation est relativement fluide, à la grande surprise de ces automobilistes. On est passé sur le périph', tout ça, ça a quand même bien roulé, c'était assez fluide. Donc à l'heure où on est parti, ça va, ça s'est bien passé. On a quand même regardé pour contourner Paris et ne pas aller trop proche de Paris, parce qu'on s'est dit que ça serait sûrement très occupé avec les JO, là. Situation différente au péage de Vienne. Plus de 150 km de bouchons ont été constatés sur l'autoroute A7. L'occasion pour ces vacanciers de prendre une pause après un trajet de plusieurs heures. On prévoit tout, le petit-déj, voilà, pour pas perdre de temps sur les aires de repos, le pique-nique, et puis voilà, puis ça roule. Là, il nous reste 3 heures, 3-4 heures, je crois. Donc là, après, avec les bouchons là, il y a une bonne heure de bouchons, je pense. On est passé, ça allait bien. Et puis là, là, quand on est arrivé ici, là, on s'est garé parce que là, c'est bouché. Alors, quitte pour faire la pause aux gamins, là, les enfants, on va faire la pause là tout de suite. En ce week-end de chassé-croisé, ce samedi est classé noir au niveau national dans le sens des départs. Pour les retours, la circulation est aussi difficile. À la mi-journée, plus de 1000 km de bouchons cumulés ont été enregistrés. Les conditions de circulation devraient s'améliorer ce dimanche, mais resteront compliquées, notamment en Île-de-France. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Dans l'actualité, il y a également ces vigilances météo qui persistent dans quelques départements, avec un département notamment concerné par une vigilance orange crue. Les explications de Sandra Larue. Oui, la Seine-et-Marne qui est toujours placée en vigilance orange actuellement. Donc la
des crues est quand même en cours. On a atteint le pic, mais localement, on a encore par endroits donc l'onde de crue qui se propage. Donc ça devrait quand même se stabiliser, d'autant qu'on n'attend pas de pluie dans le courant des prochaines heures sur cette zone. Alors Sandra, il fait aussi toujours très chaud autour de la Méditerranée. Quelques départements sont toujours concernés par une vigilance. Oui, 6 au total. On a la Corse, on a également le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. On a encore aujourd'hui des températures extrêmement élevées. On relevait tout à l'heure 35, 36 degrés la plupart du temps sur l'ensemble de ces départements, ou en tout cas localement sur ces départements. Donc encore un mercure qui grimpe très haut. Cela dit, on a, vous le voyez, une dégradation qui est arrivée par les côtes de la Manche. Donc c'est de l'air un petit peu plus océanique qui arrive. Et donc la canicule recule vraiment sur ces régions méditerranéennes. Et a priori, donc on va conserver encore cette vigilance orange. Le Var pourrait sortir aux alentours de 22h, ce sera vraiment à vérifier. Les autres départements, demain matin, à partir de 6h, à confirmer là aussi avec évidemment Météo France. Cet après-midi, donc, je vous parlais des températures qui restent les plus chaudes, vraiment concentrées sur le pourtour méditerranéen. Demain matin, donc, vous le voyez, encore visiblement une nuit qui risque d'être inconfortable. On a encore des valeurs très élevées, notamment près de la Méditerranée toujours, 24 pour Marseille, 24 à Nice également. Et puis, demain après-midi, les températures restent élevées. On verra si les départements sont sortis de la vigilance. C'est pas parce que les départements vont sortir de la vigilance que tout de suite, c'est de l'air très frais qui va arriver, bien au contraire. Après cette journée de dimanche, on pourrait avoir un début de semaine à nouveau chaud, mais on a une dégradation qui va arriver par l'ouest et qui pourrait faire baisser ensuite les températures dans le milieu de la semaine prochaine. La chaleur est l'un des ingrédients favorisant les incendies de forêt avec la sécheresse et le vent. C'était le cas hier après-midi dans l'Hérault. Près de Montpellier, 38 hectares de végétation sont partis en fumée à Fabrègues. Incendie fixé en début de soirée grâce à d'importants moyens. 290 pompiers et 4 Canadair ont été mobilisés. La vigilance qui est de mise sur tout le territoire français avec plusieurs massifs fermés en cette journée. Les précisions du colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Les conditions météorologiques dans le sud, comme vous l'avez précisé, engendrent une augmentation significative du risque incendie. Une quinzaine de massifs forestiers sont aujourd'hui placés en risque très sévère, qui est l'avant-dernier risque d'évaluation du risque de forêt en lien avec Météo France. Et dans ce cadre-là, plusieurs points sont à rappeler, à préciser. Premièrement, 9 sur 10 sont d'origine humaine. Donc on ne peut rappeler aux citoyens les bons comportements face à ce risque, éviter de jeter des mégots lorsqu'on se déplace, en particulier en période de transhumance liée aux vacances, éviter l'allumage des feux dans la forêt, pas de barbecue, pas de travaux, et tous ces éléments-là vont permettre d'éviter les départs de feu. Et le deuxième point est la mobilisation importante et totale des forces de la sécurité civile dans le cadre de la stratégie nationale de lutte. 5 colonnes de renfort feux de forêt sont mobilisées dans les régions du sud, donc environ 350 pompiers qui viennent en renfort des moyens locaux qui sont eux aussi renforcés et mobilisés au plus près des risques feux de forêt. Les moyens aériens sont également mobilisés puisque aujourd'hui 3 avions bombardiers d'eau de type Dash seront en permanence en vol de façon à pouvoir attaquer les départs de feu dès leur origine et au plus tard dans les 10 minutes après le départ de feu. Donc vigilance maximale du côté de la sécurité civile. Comment est-ce que vous surveillez ce qu'il se passe et les départs éventuels de ces feux de forêt ? Alors la surveillance et la réponse au départ des feux de forêt est assumée par les sapeurs-pompiers territoriaux, par divers dispositifs en lien avec les organisations, avec les partenaires de la lutte contre les feux de forêt. Et ensuite, la stratégie de lutte s'appuie sur 2 éléments. Le premier élément, attaquer le plus tôt possible tout départ de feu par une complémentarité entre les moyens terrestres et les moyens aériens qui sont en vol sur les secteurs les plus à risque. Et puis ensuite, comme ça a été le cas hier et les jours précédents dans l'Hérault, engager massivement des moyens terrestres et des moyens aériens. C'est l'objet des colonnes de renfort qui sont propositionnées et c'est l'objet du renforcement avec les moyens aériens pour faire en sorte que le feu ne se propage pas et soit très rapidement fixé. Dans l'actualité également, ce rassemblement statique a lieu cet après-midi, place de la Nation à Paris, en soutien à Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui a été arrêté par les autorités danoises, et le Japon réclame son extradition. Plus d'100 de personnes présentes. Nicolas Coadou est sur place.
Une grosse centaine de personnes se sont réunies ici, place de la Nation, pour demander la libération immédiate de Paul Watson. Paul Watson, 73 ans, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, grand défenseur des océans et opposant à la chasse à la baleine. Il a été arrêté le 21 juillet dernier au Groenland sous protectorat danois, sous la demande des autorités japonaises qui ont émis un mandat d'arrêt, une notice rouge Interpol contre Paul Watson. Désormais, il est retenu dans une prison danoise en attente d'une éventuelle extradition demandée par le Japon où il encourt 15 ans de prison. Ce que lui reprochent les autorités japonaises, c'est ses actions militantes contre la chasse à la baleine et notamment d'avoir endommagé un baleinier japonais en 2010. De leur côté, les militants Sea Shepherd expliquent, revendiquent que Paul Watson a sauvé près de 5000 cétacés, plus leur descendance, et insistent sur le fait qu'il n'a jamais blessé personne lors de ses interventions. À 17h43, la situation au Proche-Orient. Le ministère des Affaires étrangères français appelle ses ressortissants de passage en Iran à quitter le pays au plus tôt. La France qui craint un risque aggravé d'escalade militaire entre Israël et Téhéran depuis l'assassinat mercredi du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh. L'Angleterre également, le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis rappellent leurs ressortissants à quitter au plus vite le Liban. De son côté, l'Iran donne finalement de nouvelles précisions sur les circonstances de cette attaque. Les précisions de Siavosh Ghazi, correspondant BFM TV à Téhéran. Absolument, les gardiens de la Révolution viennent de publier un nouveau communiqué donnant quelques détails sur les circonstances de l'attaque qui a été menée contre la résidence où se trouvait Ismail Haniyeh. Selon le communiqué des gardiens de la Révolution, en fait, c'est un projectile qui a été lancé donc avec une tête de guerre de 7 kg qui a été lancé des environs de la résidence visant la chambre où se trouvait Ismail Haniyeh, causant sa mort. Alors, démentant en quelque sorte donc la version, la thèse qui a été avancée par exemple le New York Times, qui avait affirmé que donc des explosifs avaient été placés dans cette résidence il y a 2 mois, mais admettant dans le même temps que des hommes sur place à Téhéran ont utilisé des armes de guerre pour frapper le lieu où résidait Ismail Haniyeh. Cela veut dire qu'ils avaient une connaissance précise de l'endroit où se trouvait Ismail Haniyeh et ont pu utiliser des armes de guerre, un missile ou peut-être des drones d'attaque pour frapper donc cette résidence. Alors il faut savoir que cette résidence est située dans le nord de Téhéran et surplombée par une montagne qui est un lieu de promenade des Téhéranais le week-end mais aussi en semaine. Donc des gens ont pu visiblement aller donc sur ce lieu de promenade et donc viser cette résidence depuis donc le nord, depuis la montagne, et donc frapper directement la chambre où se trouvait Ismail Haniyeh, ce qui confirme la version qui avait été donnée déjà par un des membres du Hamas qui avait affirmé qu'un missile avait frappé la chambre d'Ismail Haniyeh. Aux États-Unis, Kamala Harris est désormais assurée d'être la candidate du camp démocrate à l'élection présidentielle de novembre. L'actuelle vice-présidente américaine a recueilli les votes en ligne de plus de la moitié des délégués du parti bien avant la clôture du vote lundi. Et c'est dans ce contexte que son rival républicain Donald Trump a annoncé un débat entre eux deux le 4 septembre prochain, une proposition de la chaîne de télé Fox News. L'équipe de campagne de Kamala Harris qui accuse Trump, je cite, de jouer autour de la date de leur débat. Allez, on parle des Jeux Olympiques et encore 2 nouvelles médailles pour notre équipe de France en cyclisme. Lors de l'épreuve en ligne, Valentin Madouas prend la médaille d'argent. Christophe Laporte, le bronze. C'est complètement hallucinant, exceptionnel ce qu'ont réalisé nos Français. 2 bleus derrière le Belge Remco Evenepoel qui signe un doublé inédit après le chrono qu'il avait déjà remporté. On le voit, il a en plus crevé à quelques mètres de l'arrivée et il a réussi quand même à l'emporter. Bravo à nos 2 Français. Un nouveau vélo en dernière minute. Et tous ces événements, évidemment, et cette liesse, elle a été vécue, on l'imagine, de manière très forte au Club France où on vous retrouve Antoine Forestier dans le nord de Paris. Évidemment, je suppose que tous les supporters avec vous ont vécu ces moments, cette ambiance de dingue avec donc ces 2 médailles, 2 nouvelles médailles françaises en cyclisme en ligne. Oui, pour tout vous dire, le sol a tremblé ici à la Villette quand il y a eu cette victoire parce qu'elle n'était pas vraiment attendue par tous les supporters présents. Ils ont vibré tout au long de cette course et quand juste devant la Tour Eiffel, eh bien, les 2 Français ont remporté la 2e et 3e place. Tout le monde a explosé. C'est le cas de ces supporters à côté de moi. Ouais. Vous y attendiez pas à une telle performance des 2 Français? C'est incroyable. Faire 2 et 3, mais c'était fantastique. Non, c'est énorme, énorme.
énorme. Et vive la Belgique quand même, ils ont bien mérité. Parce que vous venez de Bruxelles. Vous avez plus de voix, vous avez trop crié. Ça c'est hier. C'est Léon, hier, Léon. Et t'es dit ce matin. Et ces émotions avec le cyclisme, racontez-nous. Ah, c'est énorme le cyclisme. L'arrivée devant la Tour Eiffel. Non, mais quelle pub pour la ville, quelle pub, c'est fantastique. 1 milliard de spectateurs, on est content. Racontez-nous comment vous l'avez vécu, vous, ici, dans la salle. C'était fou, l'ambiance. Hein. Il y a une ambiance de folie. Je regrette vraiment pas d'être venu. C'est super. Voilà. Et là, maintenant, on est déjà en train de vibrer pour un autre sport. Ouais, voilà. Là, ce soir, c'est le judo à fond. On y était ce matin et on est venu voir la finale ici. Okay. Voilà. Bon, on espère que ça va marcher. En effet, les événements s'enchaînent. Ici, les sports s'enchaînent. On est passé du cyclisme au judo. La France est en finale par équipe. Dans quelques minutes, le combat de Teddy Riner. Je peux vous dire que de nouveau, le sol va trembler ici. Le public est ultra chaud à la Villette, mais c'est pas une surprise, c'est le cas depuis une semaine. C'est clair. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Quentin Roland. Effectivement, ambiance de dingue au Club France. Ses supporters déchaînés à vos côtés. Antoine Sabardin de RMC Sport nous a rejoint. Bonjour Antoine. Notre Antoine. Alors, retour sur ces médailles du jour. On l'a dit, il y en a eu 2 de plus donc en cyclisme. On est à 40 au total. 40 au total, 4 aujourd'hui puisqu'il y en avait 2 un peu plus tôt dans la journée. On va commencer par la plus fraîche. C'était Lisa Barbelin, tir à l'arc, médaille de bronze. C'est la première médaille en individuel dans la discipline pour une féminine. C'est la 2e médaille par contre pour le tir à l'arc français cette semaine après l'argent par équipe masculin. On va écouter Lisa Barbelin, vous allez voir, vous allez l'entendre. C'est un rêve qui se réalise pour elle. Mais c'est avec des grands yeux que je regardais les filles en 2008 gagner leur médaille de bronze par équipe. Et là aujourd'hui, j'espère que j'ai mis des étoiles dans les yeux à plein de petites filles parce que tout ça c'est possible. Il suffit juste d'avoir des rêves et mes rêves étaient plus grands que moi, mais jamais j'ai cessé d'y croire. Et si le tir à l'arc a pris sa 2e médaille de la semaine, il y a une discipline qui a ouvert son compteur, débloqué son compteur, c'est le tir sportif avec Camille Jedrzejewski, 22 ans, tir au pistolet à 25 mètres. C'était du côté de Châteauroux puisque le site du tir sportif est à Châteauroux. En finale, la native de Compiègne, numéro 3 mondial tout de même, a été battue par la numéro 2 mondial, donc défaite logique. La Sud-Coréenne Yang Jin, il a quand même fallu un tir de barrage pour déterminer la championne olympique de cette discipline. Donc 4 médailles aujourd'hui et c'est pas tout à fait terminé. Donc voilà, c'est ça, on en arrive à 40 aujourd'hui et on en espère encore ce soir avec pas mal de sport. Hein. C'est ça, avec d'abord les yeux tournés, on l'a entendu au Club France déjà sur l'aréna du Champ de Mars, le judo. Déjà 9 médailles pour le judo cette semaine, une 10e d'assuré. Or, ou argent ce soir, on va voir avec la finale par équipe de la compétition par équipe mixte. Les Français, on le rappelle, sont tenants du titre. Ils avaient battu les Japonais à Tokyo il y a 3 ans. Revanche, en ce moment, les Japonais qui ont envie peut-être de nous rendre l'appareil chez nous, à Paris. On espère que ce sera un nouveau titre pour le judo français. Et puis, on va encore avoir les yeux du côté de la piscine, de Nanterre, la Défense Arena. Léon Marchand qui poursuit sa quête improbable. Lui aussi très attendu au Club France, on a entendu. On imagine déjà 4 titres olympiques en individuel. Il commence le relais, 4 fois 100 mètres, 4 nages mixtes ce soir. Lui, il fait la brasse. Il fait la brasse, effectivement, tout à fait ce soir. On espère une nouvelle médaille, pourquoi pas un nouveau titre. Dans la piscine, il y aura aussi Maxime Grousset, 100 mètres papillon. Il a fait 2e temps des demi-finales hier. Peut-être de bons espoirs. Et pour vous donner comme ça un petit chiffre, 40 médailles, c'est le 2e bilan historique pour une délégation française dans l'ère moderne. C'était 41 à Pékin. On rappelle le bilan historique dans toute l'histoire des JO, 1900 Paris, 91 médailles. Peut-être compliqué à aller chercher, mais en tout cas, le record historique, il va être battu. Pékin, on va le battre. C'est bien parti. Merci Antoine. Allez les Bleus. Tout de suite, notre chronique, ma recette avec un chef. Et on retrouve Roselyne Dubois et Sébastien Savoie avec Nordine Labad, c'est le chef du restaurant à mi-chemin à Paris. Et aujourd'hui, la recette de la chakchouka aux olives et aux anchois. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au restaurant à mi-chemin chez Nordine Labad. Bonjour chef, qu'est-ce qu'on cuisine? On va faire un chakchouka. Qu'est-ce que c'est? Une chakchouka, c'est un entrée, comme ça peut être un plat d'Afrique du Nord. Et là on va le remonter vers les midis, parce qu'on va utiliser des olives nessois, des olives du midi et des anchois. C'est un sauce tomatée, oignon, poivron, huile d'olive, un peu d'épices. Et là on va casser nos œufs. Et ça peut servir en entrée, comme un plat, ou un garniture pour un sandwich. On va faire revenir nos oignons. Je vais mettre... Concentré de tomate. Concentré de tomate. Une grosse cuillère. Une grosse cuillère. Si vous pouvez me couper les petites tomates cerises en 2, les déposer dedans. Mais très volontiers. Voilà. Et moi, entre-temps, je vais préparer mon poivron. J'ai les gousses d'ail
Je compte un gousse d'ail par personne. D'accord. Une cuillère à café. Ouais. Paprika doux. La coriandre moulu, 2 cuillères. Et le curcuma moulu, 1 cuillère à café. Et là, on va mettre quelques olives. On va légèrement couvrir avec de l'eau. Ça sent très très bon. Et quand est-ce qu'on sait que c'est cuit? Quand l'huile monte aux surfaces, c'est cuit. Là, on baisse le feu, on casse nos œufs. D'accord. Comme la bouillabaisse. On y est presque. On y est presque. Cassez les œufs, vous faites une petite étoile. Et derrière ça, les on petits va anchois. Les petits anchois. Et un petit persil haché. C'est prêt? Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Elle est merveilleuse, non? Ça sent un peu d'harissa bon. pour les amateurs. Super bon. C'est bon. Et froid, ça passera très bien aussi. Profitez-en, parfait pour les vacances. Régalez-vous. Merci d'avoir passé votre après-midi avec nous. Dans un instant, vous retrouverez Karine de Minonville pour BFM Soir. Elle reviendra notamment sur ses performances au-delà des attentes des Français. 40 médailles maintenant pour nos athlètes français au JO. Tout de suite, la météo et bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Bonne fin de journée à tous.